Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast Fiscalia. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin Béros. Benjamin, nous l'avons attendu, nous l'avons beaucoup sollicité même, jusqu'à qu'il a trouvé un petit moment de libre. Bonjour Benjamin. Bonjour Nathanaël, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Benjamin, c'est un assureur et je pense qu'aujourd'hui, chez les francophones en Israël, c'est l'assureur, on va dire un peu l'assureur star, non? Je rougis là, ça se voit pas. Voilà, écoute, Benjamin, tu veux te présenter un tout petit peu déjà? Qu'est-ce que tu as fait? Phoenix, truc, je sais que je me rappelle, mais moi je me rappelle pas très bien. Alors tout d'abord originaire de Strasbourg, ça fait une vingtaine d'années que je suis en Israël. J'ai fait des études principalement en finance, donc un master en finance en Israël à l'université de Ben Gurion. Effectivement, après j'ai fait un stage et quelques années en tant que gestionnaire de clientèle chez Phoenix, donc qui est Phoenix, qui est un des leaders, de l'assurance en en Israël, de l'assurance et de la finance en Israël. Il y a à peu près 5 années de cela, j'ai monté ma propre structure Tu les as quittés, toi, d'assurance. hein? J'ai quitté Phoenix, je les ai remerciés pour ces années où j'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux. Et donc j'ai monté ma propre structure fort de cette expérience pour justement proposer à ma clientèle et à toute la clientèle donc potentielle. Plus particulièrement francophone, on est d'accord. Alors évidemment, ça va de soi que, on va dire naturellement parlant, 80% de la clientèle, on va dire autour de 75%, trois quarts de la clientèle environ est francophone. Et c'est évidemment une valeur ajoutée qu'on a qui est non négligeable. Parce que toute l'équipe. On va pas se le cacher, hein, notre valeur ajoutée à la fin, même nous, hein, sur notre clientèle, on va avoir des milliers de clients. À la fin, on sait que notre valeur ajoutée est beaucoup sur la clientèle francophone. Je suis d'accord, mais ce qui est agréable, c'est quand on a les 25% justement de clientèle restante, qui est une clientèle ou israélienne, donc locale, ou une clientèle anglo-saxonne, etc., qui va venir et qui va justement nous faire un feedback sur la qualité du service. Bah là, finalement, ça nous renforce dans notre mission, puisqu'on sait que notre valeur ajoutée n'est non plus limitée à la langue, mais va vraiment toucher le cœur du sujet. C'est vrai que ça fait toujours kiffer, on va dire ça comme ça. Nous aussi, hein, quand on a des clients israéliens, même des fois à des honoraires un peu plus bas que les autres, tu sais, il y a des Israéliens qui sont chez nous, on est content, quoi. Tu sais, ça veut dire que ça prouve en effet que c'est pas que la langue qu'on a et qu'on a vraiment une valeur ajoutée. Et moi, je le pense aussi. Et je te connais vraiment personnellement, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec toi. On sait que tu es pro, on sait que tu connais ton métier. Alors, venons, on va vraiment dans le vif du sujet un petit peu, Benjamin. On va commencer par le début du début, hein. Vraiment, on va donner quand même quelques notions que les Français, que les personnes écoutent souvent. On entend souvent parler, par exemple, du Keren Ishtalmut. C'est quoi le Keren Ishtalmut? Alors, le Keren Ishtalmut, c'est un produit d'épargne professionnelle pour les salariés, tout simplement. C'est un produit déjà qui est facultatif, c'est-à-dire qu'un salarié peut demander cet avantage-là à son patron, mais ne peut l'exiger. Ce n'est pas obligatoire. Le patron n'est pas obligé de cotiser un Keren Ishtalmut. Le Keren Ishtalmut, c'est un produit d'épargne qui est bloqué pendant 6 ans à compter de la date d'ouverture. En général, c'est 10% du salaire brut. Attends, 10%, enfin c'est un peu dispatché entre l'employeur et l'employé. Sur les 10% du salaire brut, il y a 7,5% qui sont à la charge de l'employeur en général et 2,5% à la charge de l'employé. Donc globalement, un quart de la cotisation, c'est pris sur le compte du salarié et trois quarts sur l'employeur. En général, la cotisation totale donc, est de 10%, mais bien sûr, elle est plafonnée à un certain montant. Le salaire en vigueur, il est un petit peu moins de 16 000 shekels, le salaire plafond. C'est le maximum, quoi, ça veut dire. Voilà. Même si un mec qui gagne 30 000, il ne peut pas mettre un Keren Ishtalmut. Il peut encore une fois, mais il va perdre les avantages fiscaux du Keren Ishtalmut. Alors quel intérêt il aura à le mettre? Alors tout simplement, ça va être de l'épargne forcée. Il y a certaines sociétés en Israël, surtout dans la high-tech et dans les grosses boîtes de finance, qui vont cotiser le Keren Ishtalmut sur tout le salaire, bien qu'on dépasse le plafond maximum. Dans quel intérêt? Tout simplement. T'obliger à mettre de côté, quoi. C'est pas t'obliger, c'est déjà, souvent dans ces sociétés, elles laissent la possibilité aux salariés de choisir d'avoir le supplément en tant que salaire, mais ils décident quand même de le garder en tant que Keren Ishtalmut pour avoir effectivement une épargne entre guillemets forcée de 3 ou 4 000 shekels par mois. Dis-toi qu'à l'année, ça fait 50 000 shekels. Sur 6 ans, ça fait rien qu'en capital 300 000 shekels de Keren Ishtalmut avant les performances. Mais qui sont imposables. Alors, enfin, le delta au-dessus du plafond. Tu m'as parlé de 16 000. Un mec qui a 15 712, précisément. On va dire 16 000, on va pas oublier tout le monde là. Donc, on est à 16 000, entre 16 000 et 30 000, on a 14 000 par exemple. Un mec qui gagne 30 000 shekels. Donc, il y aura 1 600 qui seront exonérés d'impôt sur la plus-value au bout de 6 ans. Tu as pris 10%, ok. Et 1 400 qui seront imposés sur la plus-value au bout de 6 ans. Puisque cet avantage du Keren Ishtalmut, il est double. Premièrement, au donc, mais juste parce qu'on va faire vraiment une légère parenthèse sur ça, après on va parler vraiment dans le vif du monde de l'assurance. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pendant 6 ans, on est obligé de le garder pendant 6 ans. Alors, on a toujours la possibilité soit de le décaisser avant, mais de payer quasiment 50% d'impôt. Ça n'a aucun intérêt. Okay. Ou alors, on a la possibilité de faire un crédit levier sur cette coupa, sur ce fonds. C'est-à-dire que la société gestionnaire va nous permettre de bénéficier de 50% des fonds sous forme de crédit.
Donc on ne touche pas au capital. Mettons, on a 100 000 Tu shekels. t'es pas fait imposer, mais tu peux prendre du financement là-dessus. Tu peux prendre en fait le même montant que si tu avais décaissé le fonds avec l'imposition et au bout des 6 ans, tu rembourses le crédit avec l'encours du fonds et tu récupères le. Ah, le c'est montant vraiment, restant. allez, c'est limite, c'est vraiment bête de le décaisser quand tu pars. Alors sincèrement, je pense pas qu'on ait un seul client dans la société sur les 5 dernières années sur lesquels on a fait un décaissement de Keren Talmud pour la simple et bonne raison qu'on les obligeait entre guillemets à prendre un crédit puisqu'au final ils avaient le même montant en liquidité sur le compte. Bah, moi, petite confidence, hein, moi j'étais dans un cabinet, je me rappelle, en Israël, à Ramat Gan. Ça arrivait que des mecs cassaient leur Keren Talmud. En fait, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens financier, ça n'a strictement aucun sens. puisque Donc, le en, résultat des donc, en comptes- fait, quand un client il vient, il te dit écoute, j'ai envie de casser mon Keren Talmud, tu dis écoute, tu as besoin pourquoi de le casser en fait pour lever un peu de financement. Tu dis bah, lève un financement là-dessus Et on va sans le casser et ne pas payer les 50% d'impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que tu auras le même montant que tu aurais eu si tu l'avais cassé. Ah, mais c'est fou. Donc, En fait, ça fait un peu penser au crédit où tu as par euro 1 euro, tu connais, genre ça veut dire par euro que tu as à la banque, tu peux gagner, c'est ce qu'on appelle ça. Effectivement, ça, en France, ça s'appelle communément le crédit lombard. C'est un crédit Exact. sur lequel on lève des fonds en garantie de fonds qui sont placés. Ok, super. Donc le Keren Talmud, il est avantageux et d'un point de vue épargne et d'un point de vue fiscal, bien entendu. Maintenant, quand tu as parlé des salariés, Benjamin, on met de côté les indépendants, Ah, comment non. ça se passe? Alors, les indépendants, justement, le Keren Talmud, on va dire, c'est un des rares cadeaux. Parce que t'es le fiscaux. premier à m'avoir conseillé, et en tant que salarié, et en tant qu'indépendant, à le prendre. Ça fait si longtemps qu'on se connaît. Voilà. Alors, le Keren Talmud pour les indépendants, c'est un des rares cadeaux fiscaux de l'administration israélienne. Ça veut dire qu'un indépendant peut décider de le faire et il a une possibilité de déclarer donc les cotisations au Keren Talmud, ou du moins une partie des cotisations au Keren Talmud, comme frais reconnus par l'administration israélienne, comme dépenses reconnues. À la fin de l'année, quoi, dans le bilan, quoi. Dans le bilan annuel. Donc, au lieu de s'évertuer toute l'année à faire des petites dépenses à droite à gauche pour Ouais. essayer de faire baisser son bénéfice fiscal, et bien tout simplement, on sort de l'argent d'une poche, on la met dans l'autre poche, et au final, on garde cet argent et c'est déclaré comme dépense. Et c'est pour ça que tu t'acharnes, en fait, toujours dans les mois de décembre, à nous dire attends, mais Alors, regarde les encore clients mieux que qui ma n'ont pas mis le famille. Keren Talmud. Exactement, je relance toujours les clients de Dre&Co pour la simple et bonne raison qu'un client qui ne le fait pas, c'est de l'argent qu'il ne pourra pas récupérer par la suite. Il arrive tous les ans que la première semaine de janvier ou les premières semaines de l'année, les clients nous relancent parce que maintenant ils ont un peu de liquidité pour le faire sur l'année Ah, précédente. tu peux pas le faire. Mais le coche, le 31 décembre. Attends, on est le 1er janvier, par Le 1er exemple. janvier, c'est fini, c'est plus. Même le 31 décembre, si c'est après 18h, c'est après le Yom Hasakim, le jour Ouais, je me rappelle, business. d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Là, je me Voilà. rappelle. Donc Je leur c'est avais vraiment- dit, parce que cette année c'était lundi, je crois, le 1er janvier, j'avais fait une vidéo vendredi, j'ai dit, vous avez jusqu'à dimanche, si la banque elle est Exactement. fermée dimanche. Ah oui, c'est Donc, cool. mais c'est vraiment au jour d'ouverture C'est de au la jour banque et d'ouverture. tout, quoi, c'est fou. Ok, on va fermer cette petite parenthèse quand même sur le Keren Talmud. Un petit mot sur la retraite en Israël. Alors la retraite, c'est aussi un produit, en Israël, c'est un produit financier. Contrairement au terme laconique et ennuyant de la retraite en Ouais. France, en Israël, on est sur du plan d'épargne par capitalisation. Pour faire rêver les Israéliens, les francophones, on est sur les fonds de pension à l'américaine, on est sur de l'argent qui est placé via des fonds de pension. Alors placé, tout de suite, on aura les bons pères de famille qui vont avoir ce petit frisson, mais attention, est-ce que le capital est garanti ou pas? Donc Ils ont toujours inquiétez peur, pas. hein, ils ont toujours peur. On ne sait jamais. Attends, moi j'ai une question. Attends, excuse-moi, je te coupe comme ça. Vas-y. Mais parce qu'il y a des trucs qui n'arrêtent pas de me revenir, des consultations, des mecs qui me disent écoute, moi, la retraite pour retraite, moi, je me fais ma retraite tout seul. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les intérêts, ils tombent, l'indexation, elle monte. Je vais être dans la merde à la fin. Donc, qu'est-ce que tu leur réponds Alors en là, fait, je à ces réponds, je gens-là réponds à Nathanaël le fiscaliste. Voilà. Un type, un indépendant qui gagne 400 000 shekels à l'année. Ouais. Donc il a des revenus confortables. Lui, s'il veut faire de l'immobilier pour se garantir son petit appartement qui va lui donner des revenus locatifs à la retraite, il va être imposé en marginal à 50%, plus ou moins, Bien sûr. sur ses revenus. Donc il va décaisser 50% de son patrimoine potentiel pour aller le mettre dans un appartement sur lequel il va payer 8% d'impôts de Mazrichicha, d'impôts de taxes d'acquisition, encore les taxes sur Ouais. les loyers, ou alors le cabinet de Dre&Co va lui sortir une pirouette pour ne pas payer les taxes sur les loyers, mais au final, la taxe d'acquisition, il va la payer, les impôts sur le revenu, il va les payer, etc. La retraite, Attends, si je peux te contrer en tant que fiscaliste Bien aussi, sûr. je vais te dire que, ok, il a payé 50% le mec, mais d'un autre côté, si tu vois la plus-value qu'il y a eu l'immobilier pendant ces 5 dernières années, on est limite à du 50%. Ah, je suis d'accord. Et on ne voit pas que... mais si on va, alors là, le financier va te répondre. Si on prend sur les 10 dernières années, on compare, il y a énormément d'études comparatives en Israël entre les performances des marchés financiers mondiaux et les indices des tarifs du prix de l'immobilier en Israël. Dans la majeure partie des cas, sur les indices boursiers mondiaux, tels que sont le S&P américain, que sont même le Tel Aviv 35 en Israël,
même les indices boursiers européens, que ce soit le CAC 40. En fait, tu parles du etc. Nasdaq israélien, du CAC 40 Ouais, israélien. exactement. Bah, ces indices-là, en moyenne, ils ont fait plus que l'indice du tarif, l'indice de l'immobilier en Israël sur 10-15 dernières années. Dans la majeure partie des cas, ces indices-là, ils ont C'est fou dépassé ce que tu dis. l'augmentation. Attends. C'est juste que c'est mal connu du Et après, public. les personnes disent je préfère mettre dans la pierre que mettre dans. Parce que déjà, il est vrai que quand on met dans la Il y a pierre. eu des vrais crashs boursiers quand même. Alors déjà, il y a des crashs boursiers. À partir de quand on met dans la pierre, il y a un sentiment qui est très rassurant, puisque finalement, on peut matérialiser son patrimoine. Alors que quand on met dans un produit financier, finalement, c'est des chiffres sur un écran. Les chiffres, ils varient d'un jour à l'autre, et donc ça peut avoir un côté, on va dire, un peu sensationnel. Donc, ok. Oui, je vois ce que Donc pour la retraite, juste pour revenir, sur la retraite, l'avantage, c'est que justement, on va pouvoir faire du placement. Déjà, c'est obligatoire, que ce soit pour les indépendants. On est obligé, de toute façon. On est obligé. On le veuille ou non, on est obligé. On a un minimum obligatoire. Okay. Mais si déjà on plus on est jeune, en plus, c'est marrant, j'en parlais avec Nat aujourd'hui, Nathaniel Drey qui intervient énormément sur notre podcast. J'en parlais avec Nathaniel aujourd'hui. Plus on est jeune, plus les intérêts ils s'accumulent, plus ils grossissent, plus on a tout intérêt en fait à bomber au maximum. Tant qu'on est jeune. Limite, cotiser de 25 à 40 ans à la retraite, au maximum à 40 ans, s'arrêter de cotiser. Mais placer les fonds sur un produit action, ça va générer une retraite beaucoup plus importante que si on a cotisé tous les mois. Bon, mais les gens qui ont plus de 40 ans, on ne va pas quand même les décourager. On ne les pénalise pas, mais on va leur conseiller de cotiser déjà un peu plus pour rattraper les années passées. Ouais. Et surtout de choisir un profil un petit peu plus risqué pour essayer de dynamiser le portefeuille. Risqué, mais risqué contrôlable. Quoi. Évidemment, puisque tous ces produits-là, ils sont contrôlés et régulé par l'autorité des marchés financiers en Israël. Ce n'est pas du tout des produits Forex ou ce genre de choses. On est vraiment sur des produits qui sont extrêmement régulés avec des historiques de performance qui sont ultra accessibles sur plusieurs plateformes. Donc on parle encore une fois de produits très sérieux. Il y a certains produits, même la majorité des produits, sont garantis par des obligations israéliennes que l'État met. Enfin bref, des montages financiers assez complexes, en tout cas qui permettent de rassurer les En gros, on a compris quoi. Keren Ishtalmout et la retraite, bon, il faut te contacter, tu vas leur dire combien il faut cotiser au maximum, etc. De toute façon, on passe pas par quatre chemins, c'est ça. On va arrêter d'ennuyer tout le monde avec ça, je pense. T'as un petit mot encore à dire là-dessus ou... Alors, il y a d'autres également produits pour passer sur le... Mais je pense qu'on abordera cette question par la suite. Alors, juste avant, on a parlé de Keren Ishtalmout, on a parlé de la retraite, mais non, je vais te dire, un vrai problème que moi je vois, et tu sais à quel point je suis pas vraiment dans le technique au travail. Moi, je suis beaucoup plus dans les montages fiscaux, etc. Donc, vraiment, le technique de l'assurance, des cotisations, des trucs, je ne touche pas vraiment. Donc, je te parle, je te pose une question vraiment là. Une question, on ne s'est pas préparé à ce podcast. Et tu peux. Et j'en témoigne. Et tu peux en témoigner. Moi, ma question, c'est regarde. Les gens, ils ont un Bitoire Chaim, une assurance vie, Bitoire Rechev, ils ont une pensia, ils ont un Keren Ishtalmout, ils mettent de côté ici, ils mettent de côté là-bas, ils mettent un peu dans un fonds qui fait des prêts avec B2B, ils mettent un peu dans des actions à droite à gauche. Son cousin, il a conseillé un Keren à Artsot Abrit que Elman Aldoubi leur a proposé. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, Benjamin, je vais te le dire en plus, et voilà, je te le dis ouvertement et je le dis devant tout le monde. Non, ce que j'aime bien, c'est que toi, tu as toujours cette méthode de faire du CDR. De faire du CDR, c'est de faire de l'ordre. C'est que la première chose que tu demandes à quelqu'un, c'est « Donne-moi ta Teudat Zéhout ». Je vois déjà. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, regarde. Pourquoi il y a un tel désordre dans les assurances en Israël? Pourquoi il n'y a pas énormément d'assureurs? Même chez les francophones, je te parle. Hein, même chez les francophones, vous n'avez pas une tonne. Pourquoi il y a un tel désordre entre l'assurance de la voiture, l'assurance vie, l'assurance de la maison, l'assurance de la pension, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on peut identifier deux éléments de réponse. Premier élément de réponse déjà, c'est que notre clientèle francophone, souvent, elle essaye de prendre le modèle français qu'ils connaissent et tout simplement... Et de claquer en Israël. Exactement, et de le traduire en Israël. Et donc, des fois, ça donne des catastrophes parce que le système, il est différent. Donc, on ne peut pas juste traduire les mots et penser que c'est la même assurance. Donc, il faut comprendre que le système est différent. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et c'est très perturbant, c'est qu'en Israël, les grandes compagnies d'assurance, elles font aussi bien de l'assurance voiture que du placement privé, que des produits d'investissement alternatif, etc. Alors en France, je pense que déjà c'est un peu plus... Non, AXA, elle ne va pas faire de la voiture, elle va faire de l'assurance vie. Oui, bien sûr. Non, AXA fait également tout ce genre de produits, mais je pense que quand on est dans sa langue maternelle et qu'on comprend qu'il y a plusieurs pôles différents d'assurance, c'est peut-être plus facile de s'orienter. Là, finalement, quelqu'un qui ne lit pas l'hébreu, ou en tout cas qui ne lit pas le langage de façon assez courante, il va avoir le même logo sur la lettre qu'il reçoit. Et finalement, une fois ce logo, il sera pour l'assurance voiture, une fois c'est pour son placement privé. Et là, le type, il perd la tête. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est le même logo. Donc non, au final, c'est un petit peu pareil. C'est juste que, visuellement parlant, en tout cas, c'est difficile de faire la différence. C'est vrai que notre but premier déjà, c'est effectivement de faire de l'ordre, d'expliquer aux clients qu'il y a plusieurs pôles d'assurance qui sont radicalement différents. Même nous, à l'intérieur, en interne, au cabinet,
on a des collaborateurs, des collaboratrices dont chacun a une particularité, un type de produit. On aime bien travailler donc, comme ça, nous aussi, tu as raison. Voilà, et donc effectivement, on essaie de faire en sorte que les collaborateurs-trices ne se mélangent pas les pédales entre les différents produits, que chacune a une particularité sur un produit, et donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace en termes de réponse. Et j'essaye un petit peu de faire le chef d'orchestre au cabinet, justement, de conseiller, de faire l'étape du conseil. Tu sais, tu viens de relever un point intéressant, d'ailleurs, on n'en a pas parlé jusqu'à aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, des fois, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de balagan, comme ce terme revient tellement souvent en Israël. C'est juste qu'en tant que Français qui arrive en Israël, qui ne maîtrise pas la langue, qui ne connaît pas comment ça se passe, tu vas recevoir une lettre de... Tu étais chez Phoenix, on va leur faire un peu la pub. Tu vas recevoir une lettre du Phoenix, tu vas dire que ce soit mon assurance vie, mon assurance maison, mon assurance voiture, c'est tout, c'est la même chose. Alors qu'en France, ils auraient reçu une lettre AXA, Pôle véhicule, ils auraient compris qu'on parle de sa voiture. Exactement. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que hormis le travail d'explication que tu fais, c'est en fait aussi un travail de traduction. Alors évidemment, et dis-toi encore plus que ça pour donner un petit exemple. On a affaire, tu le sais bien, souvent à des chefs d'entreprise ou alors des businessmen qui ont vraiment fait leurs preuves à l'étranger, que ce soit leurs preuves en termes de carrière ou même en termes de patrimoine. Donc des gens qui gèrent vraiment des fortunes colossales. Et tout d'un coup, ils se retrouvent complètement désemparés à 55 ans devant une lettre qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre et ça les rend furieux. Moi, on m'a déjà payé, 1000 shekels l'heure d'une consultation pour me montrer une facture d'électricité. Et je te jure, et c'est des personnes qui valent plusieurs millions d'euros, qui sont venus au bureau, étant donné qu'ils ne peuvent pas montrer à leurs amis, parce que c'est confidentiel, ils savent pas c'est quoi, peut-être c'est leur fortune, peut-être ils savent pas c'est quoi, ils arrivent au bureau avec un papier, ils prennent une heure de consultation pour me montrer. Alors à partir de maintenant, ça arrive. On fait une page de pub. Le cabinet Béros prend 750 shekels pour les factures d'électricité. Non, mais c'est marrant parce que tu as raison. Ça veut dire, c'est vrai, des fois, tu sais qu'on en parle souvent, on dit le travail qu'on a à faire en Israël, et là justement, on est là pour accompagner cette clientèle qui nous écoute également, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour les aider également, mais c'est vrai que des fois, cette barrière de la langue, elle pose vraiment préjudice parce que ça veut dire, non seulement en France, ils auraient hésité entre plusieurs compagnies d'assurance, là, non, c'est pas seulement la compagnie d'assurance, c'est pas seulement l'investissement qui hésite, c'est aussi, c'est quoi déjà le papier que je reçois? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je dois faire? Donc en fait, tu es là pour tranquilliser déjà ton client, pour lui expliquer. Je sais que toi, tu travailles toujours par consultation au début, faire un peu d'ordre, c'est comme ça que tu marches, tu vois ce qui se passe, tu vois tous les investissements, tu vois, voilà, j'ai un investissement. Attends, tu travailles par exemple avec une personne qui vient, voilà, je vais te donner un exemple tout simple. Une personne qui a des actions sur Google, il a une assurance vie, il a une assurance voiture, il a une mashkanta et il a une keren ishtalmut. Toutes ces choses-là, elles rentrent en compte dans ta simulation, dans ton analyse. Évidemment. Même la mashkanta. Bien sûr, bien entendu, puisque la mashkanta déjà, ça fait partie du patrimoine. À part ça, la mashkanta en Israël, à 99% des cas, elle nécessite une assurance décès. C'est-à-dire que la banque, avant de libérer les fonds, elle va demander une assurance qu'en cas de décès d'un des emprunteurs, à ce moment-là, le Bitor Haïm de la mashkanta, l'assurance il ne faut pas le prendre à la banque apparemment, voilà. En fonction des pubs qu'on entend à la radio. Alors effectivement, déjà, le prendre à la banque, ce serait effectivement l'erreur classique. Mais en tout cas, même si j'ai acheté une maison à 3 millions de shekels et que j'ai emprunté la moitié en crédit, finalement, le fait de savoir qu'en cas de décès d'un des deux emprunteurs, en cas où c'est un couple, l'appartement est entièrement payé, on prend en compte ça dans le patrimoine, dans la gestion après des liquidités dans le patrimoine, dans la gestion des risques, etc. Donc la mashkanta, évidemment, c'est un produit financier comme un autre, c'est juste que c'est un produit financier inverse, et c'est la banque qui bénéficie des intérêts. Non, je vais te poser une question un petit peu piège. Hein. Tu m'excuses, hein. Au pire, je couperai l'enregistrement. Non, mais écoute, regarde, c'est une question. Je vois ce que tu veux me dire. Tu prends en compte, tu utilises, tu analyses en fait la situation patrimoniale des personnes qui sont là, etc. Tu essaies de l'optimiser au maximum. Mais quelle est la différence entre toi et un gestionnaire de patrimoine classique? Et encore une fois, hein, sans casser les gestionnaires de patrimoine, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont gestionnaires de patrimoine. Alors, je vais faire une confidence. Sont très bons d'ailleurs. Hein. Je vais faire une confidence. Non seulement j'ai des amis, mais j'ai beaucoup de partenaires qui sont gestionnaires de patrimoine. Ah, c'est quoi la différence en fait? Quelle est la différence en fait? Nous, parce que c'est pourquoi j'ai répondu sur ça. Parce que là, tu viens de me dire juste avant, concernant la mashkanta, je peux analyser, etc. Et tu sais, des fois, ça m'a fait revenir au gestionnaire de patrimoine classique, que lui... Alors effectivement, alors nous, je dirais qu'on a peut-être une c'est délicat, quoi, on va dire. Hein, non, alors déjà, le gestionnaire de patrimoine, en général, il est vraiment focus sur les produits financiers uniquement. On a, on va dire, une vue beaucoup plus large. Ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer déjà des produits de l'assurance du quotidien, comme on a dit, de l'assurance voiture maison, mais aussi on va prendre en compte les produits d'épargne professionnels.
Donc le fonds de pension, le Keren Ishtalmut, etc., c'est des produits financiers en Israël comme on a vu. Et donc, si par exemple on va établir une certaine stratégie en termes de support financier pour ce qui est retraite, Keren Ishtalmut, etc., sur les fonds liquides, on va peut-être opter pour une autre stratégie. Et donc, on va peut-être pouvoir arbitrer les différents fonds en fonction de ce qu'on a fait par ailleurs. Un gestionnaire de patrimoine, en général, il va en fonction de ce qu'on a fait par ailleurs. Si ça se trouve, tu vas utiliser des fonds que le gestionnaire de patrimoine a réussi à générer via ses placements qu'il a fait pour ses clients. Et toi, tu vas essayer… Par exemple, ça peut être ça, ou alors tout simplement, si je sais que la retraite, il y en a encore pour 20 ou 25 ans avant de matérialiser les fonds cotisés, je vais prendre du risque beaucoup plus élevé que sur une personne qui va nous confier 1 ou 2 millions de shekels en gestion en attendant de pouvoir les injecter dans un futur achat immobilier. On ne va pas prendre le même risque. On va aller sur un support financier qui est beaucoup plus solide, avec beaucoup moins de volatilité. Tout dépend du profil, encore une fois, du client, on est d'accord. Attends, un client qui vient, il te dit, écoute, moi, je viens avec 1 million d'euros, je suis prêt à risquer un tiers et le reste, je le veux en sûr. Évidemment. Là, tu vois cette phrase-là que je viens de te dire, effectivement, c'est une phrase qui est récurrente, où les personnes, et déjà, c'est vraiment le bon réflexe quand on a des fonds à gérer, c'est de ne pas mettre tous les deux dans le même panier et de ne pas avoir la même stratégie. Il est évident qu'on va essayer d'adapter la stratégie et en fonction du client et également en fonction des produits existants en Israël. À savoir qu'on ne fait pas de gestion à l'extérieur, on ne travaille qu'avec les compagnies d'assurance et les fonds d'investissement israéliens. Ouais, sur ça, d'ailleurs, je vais rebondir et tu m'excuses si je te tacle encore un petit peu. Vas-y, allez, c'est parti. Parce que là, vraiment, c'est une question. C'est quelque chose que je me demande vraiment aussi souvent. Tu viens de dire, là, je travaille avec les fonds d'investissement israéliens, etc. À la fin, tu travailles quand même avec… À la fin, un assureur, il doit gagner sa vie. On est d'accord. Il est rémunéré aussi en fonction de ce qu'il a comme rémunération par rapport aux compagnies d'assurance avec lesquelles il travaille. Évidemment. Donc, la question qui revient, que moi j'ai déjà entendu de certains clients, bah oui, il va travailler avec Altschuler parce qu'il lui donne un peu plus que… Alors là, la question elle est entièrement légitime. D'ailleurs, en hébreu, ça s'appelle Bayat Asouchen, une des premières problématiques qu'on a appris en master de finance. Le problème du courtier, c'est-à-dire qu'il va regarder d'abord ses intérêts avant de voir celui du client. Donc la question est extrêmement légitime. Je ne dis pas qu'on a résolu entièrement la question, mais déjà, comme tu l'as rappelé auparavant, en général, la première consultation chez nous, que ce soit pour de l'assurance simple ou du placement, on facture parce qu'on veut d'abord comprendre le client, comprendre l'image générale de la situation et pas façon objective. Voilà, de façon plus ou moins objective et pas essayer de faire de la vente dès le day one, dès le premier mot. Et deuxièmement, à part ça, on travaille avec la majorité des compagnies et on a un contrat qui est plus ou moins similaire sur la majorité des compagnies. Encore une fois, c'est des contrats qui ont quelques différences près. Tu dis aujourd'hui entre tout. Aujourd'hui, on travaille avec la majorité des compagnies israéliennes, que ce soit Phoenix, Harel, Menora, Migdal, Klal. C'est-à-dire que tu n'as pas un intérêt spécifique à travailler qu'avec Harel. Alors, si jamais Phoenix, il va trouver un meilleur… Alors, bizarrement, j'ai un intérêt, mais j'ai un intérêt commun avec les clients. C'est-à-dire que dans les sociétés, on a un plus grand portefeuille, par exemple, d'assurance santé. On a des entrées, on va dire, qui sont un peu plus faciles. Ça dépend du produit, en fait. En fonction du produit, tu dis, par exemple, Harel, ils sont meilleurs en assurance santé et Phoenix sont meilleurs en assurance voiture. Le fait qu'aujourd'hui, on va avoir 1500 clients sur de l'assurance santé, demain, il y a un problème et une problématique qui ne devrait pas être couverte par l'assurance, on va pouvoir faire valider à titre gracieux par la compagnie certaines prises en charge et c'est des choses qui se passent au quotidien. Et donc les clients sont au courant que dans certains cas ou dans certaines zones grises, s'ils avaient fait la demande via un formulaire online, ils auraient eu un refus, bête et méchant. Et le fait qu'on intervient derrière, ce n'est pas le cas toujours, mais souvent c'est le cas. On appuie la demande quand elle est justifiée ou quand on peut la justifier d'une certaine façon. Et au final, on obtient une… Mais tu sais que c'est marrant quand même parce que Benjamin, tu sais, pendant qu'on parle, ce métier d'assureur, là, c'est un peu un métier. Tu vois, par exemple, un expert comptable, un fiscaliste, les gens ils viennent chez nous. Ah, j'ai besoin d'un fiscaliste, d'un expert comptable, on sait, on vient chez nous, chez un autre, on s'en fiche. Mais souvent, les assureurs, ils viennent en répercussion de problèmes qu'ils ont eus chez le comptable. Ça veut dire, on a beaucoup de cas que les personnes me disent « Attends, j'ai reçu des plaintes sur mes employés, comment ça se fait que mon assureur n'a pas vérifié, etc. etc. » Quelle est l'erreur principale, tu penses, que les Olim Hadashim, quand ils viennent en Israël, font par rapport aux assurances? Et on te croit que tu es objectif, hein, ça va, tu parles, ça fait quand même pas mal, une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait rectifier? Parce que je pense, tu sais, c'est un métier, on va dire les choses ouvertement. C'est peut-être pas hyper sexy d'entendre un assureur. Tu sais, les assurances à la fin, c'est des cotisations. Quand tu vas débourser de l'argent, ça saoule tout le monde. Tandis que nous, en fiscalité, quand on fait un montage fiscal, on a fait gagner à quelqu'un et qui nous rémunère en fonction de ce qu'il a gagné, c'est beaucoup plus simple. Donc, l'assureur, c'est toujours « Ah, tu dois mettre l'argent. Ah, j'ai mis une tonne chez mon assureur. » Mais tu n'as pas mis une tonne. Tu as mis quelque chose qui va à la fin. C'est quoi l'erreur en fait? J'entends la problématique. C'est en ce moment la mode sur Instagram, TikTok et tout, c'est de marquer POV. P-O-V. POV, c'est point of view, le point de vue. Ça veut dire comment tu vois la chose, toi.
Chose qui doit changer, à mon avis, dans le monde de Alors l'assurance. effectivement, alors je dirais qu'il doit changer dans le monde de l'assurance, mais qu'il doit aussi sûrement changer dans les habitudes fréquentes des Olim. Voilà, on C'est-à-dire va faire ça pour qu'aujourd'hui, finir quand même. un Olé parce que Hadash, aujourd'hui en Israël, il est confronté à beaucoup de problématiques. Que ce soit à régler ses loyers, ouvrir son compte bancaire, etc. La dernière des choses à laquelle il va penser, ça va être sa prévoyance, ça va être son assurance santé, ça va être son assurance. Mais pourquoi Parce que c'est pas quelque chose qui est nécessaire de faire au Qui est premier urgent, jour, qui est urgent. et donc il va Il d'abord préfère sa traiter- résidence fiscale d'abord, avant Exactement. de voir Il sa va d'abord prévoyance. essayer de gérer tout ce qui est urgent et seulement après il va se libérer aux assurances. Seulement pendant ce délai, ça peut être 3 mois chez les plus prévoyants et ça peut être 25 ans pour les moins prévoyants. Des gens qui ont dit ah ouais, j'ai jamais eu le temps de m'en occuper, ça fait 20 ans que j'y pense. Et les 25 ans, on perd des intérêts en fonction de ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, C'est-à-dire un non mec qui avait seulement- commencé, qui aurait commencé à 35 ans et qui commence à 50 ans. C'est Évidemment. dommage parce que c'est de Alors ça, l'argent c'est qui pour aurait du placement. Pour quelqu'un qui veut faire de l'assurance santé, il a perdu la possibilité de souscrire à une assurance santé quand il était en bonne santé. Pour quelqu'un qui a une assurance voiture, Après, un mec qui fait un petit accident en scooter Voilà, et qu'il exactement. n'avait pas mis ce qu'il fallait de côté. Exactement. Et je parle en connaissance de cause. Voilà, je le dis, j'avais fait un accident en scooter, j'avais fait jusqu'à 25 000 ou plus de 30 000 ou Voilà, je sais pas quoi. exactement. Et je me suis trouvé, 2 jours, 3 jours sans Parce que travail. souvent, quand on propose un contrat d'assurance, le client, ce qu'il entend, c'est le tarif, il n'entend pas les couvertures. Exactement. Donc au final, Parce qu'on si a, j'ai un on a conseil à toujours donner- l'impression que l'assureur a un intérêt. Mais l'assureur Mais on a un intérêt. Mais c'est tous alors déjà, je pense qu'il n'existe pas de métier au monde, T'as raison. on n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, comme ils ne comprennent pas forcément les assurances, ils ont l'impression que l'intérêt de l'assureur est toujours plus grand que le leur. Ouais. Ce qu'on essaie de faire, simplement, c'est d'être totalement transparent sur les produits. Évidemment, on gagne notre vie comme ça, mais de faire en sorte qu'il y ait un intérêt commun, non seulement pour que le client soit satisfait, mais surtout pour que le client reste le nôtre Mais qu'est-ce pendant des dizaines d'années. Mais- Pardon. Toi, ce que tu recommandes en fait, c'est de faire une vraie, c'est de faire une vraie analyse, par exemple, une personne qui vient en Israël. Donc vraiment, day one, de venir en Israël, de vérifier, j'ai acheté un appartement, j'ai acheté une voiture, j'ai 60 ans, j'ai envie de faire une assurance vie, j'ai une retraite, j'ai pas de retraite. C'est vraiment de faire du CDR là-dessus. Et moi aussi, tu sais quoi, je me joins à toi là justement, parce que c'est quelque chose même nous en tant que fiscaliste, en tant qu'expert comptable, on ne le recommande pas assez. De venir en Israël, Être proactif. de venir en Israël de la même façon que vous vérifiez votre résidence fiscale, de la même façon que vous vérifiez quels sont vos droits de déclaration et de non-déclaration. Des fois, une consultation d'1 heure peut vraiment vous faire gagner de l'argent et vous laisser... Et surtout éviter des tracas dans le monde de l'assurance. Éviter des tracas, ça veut dire que si on a demandé qu'on arrive en Israël, on prend les bons réflexes, on souscrit aux bons produits d'assurance, on gère son argent de façon correcte, on s'évite de se réveiller quelques années après et de se rendre compte qu'on a créé un gap énorme à rattraper en termes de couverture ou en termes d'épargne, etc. Donc oui, on a quelques clients, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quelques clients qui nous contactent en amont de leur alia, qui prennent des rendez-vous sur Zoom pour connaître le maximum de produits de ce qu'il y a à faire. Tu veux que je te dise, moi aujourd'hui, peut-être 80% de mes clients, alors qu'à l'époque c'était 80% dans le sens inverse, mais 80% aujourd'hui de mes clients, et à mon avis Nathaniel aussi, je le sais, Nathaniel, 80% ou même 90% des consultes qu'il a aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont pas encore fait leur alia. Parce qu'on donne énormément de conseils aujourd'hui pour l'ALIA, pour les personnes qui viennent et tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce qu'on avait tellement l'habitude des personnes qui nous contactent après même leur 10 ans et qui nous disent « Attends, qu'est-ce que je fais maintenant ?» et tout. Mais de venir en Israël, de savoir où tu vas, où tu mets les pieds. De la même façon qu'en France, tu connais ton assurance vie, tu avais ta caisse épargne, tu avais ton petit placement, tu avais ton truc. En Israël, c'est très important également de savoir quels sont les placements qui peuvent être intéressants, qui peuvent être adéquats à votre profil, qui peuvent correspondre aussi à votre... Vous êtes plutôt investisseur à risque, vous êtes plutôt investisseur solide, vous avez 70 ans, 75 ans, vous ne voulez pas prendre de risques, c'est surtout un héritage pour les petits-enfants. Donc ça, c'est des petits éléments que je pense qu'avec une simple conversation, et aujourd'hui, avec le Zoom, on n'a pas besoin de se déplacer, c'est tellement simple d'avoir une consultation. Aujourd'hui, tu sais, en plus, Benjamin, on va finir par ça, parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle, ça passe très vite avec toi, mais on va finir par ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une nouvelle génération d'Olim Khadashi. C'est moins la génération de 70-75 ans qui venait et qui avait des problèmes d'échange d'informations. Aujourd'hui, on a la génération des 30-40 ans qui sont dans la high-tech, qui peuvent télétravailler à partir d'Israël, qui veulent faire leur alia. Depuis le Covid, on sait que le Zoom a été vraiment mis sur un piédestal. Avec la guerre, également, le Zoom marche beaucoup. Les Français préfèrent recevoir une facture plutôt que employer leur employé. Donc, on sait que la situation en Europe n'est pas la folie. Et c'est moins de le dire, à mon avis. On ne va pas parler encore une fois d'un point de vue politique. Mais
on voit c'est une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, surtout des high-techistes, je pense qu'ils aiment bien savoir où ils sont. Parce que nous, les personnes qui sont le plus embêtées sur des questions, sur les salaires, les fiches de paye, ça a toujours été les mecs qui sont dans la high-tech, qui sont dans le conseil, etc. Donc c'est moins les personnes qui ont 70, 75 ans, qui sont venues, qui ont fait leur argent, mais les personnes qui continuent à faire leur argent et qui veulent vraiment développer leur patrimoine, etc. et qui sont en Israël et qui veulent. Donc je pense que c'est une superbe recommandation de vraiment vérifier quels sont les placements intéressants en Israël. Déjà vérifier quels sont les placements sur les cotisations retraite qu'ils ont via leur employeur. En Israël, un salarié, il n'est pas tenu de passer par le broker de l'entreprise, il peut choisir son propre gestionnaire. C'est un mec qui facture la France. Donc lui, il est obligé de se faire son Il est épargne toute indépendant, seule. donc il est obligé de se faire l'épargne. Donc et c'est tout ce qui peut cotiser et défiscaliser qu'il le cotise, qui profite déjà de cet argent et de ces cadeaux fiscaux pour cotiser un Donc il y a maximum des et cadeaux épargner. fiscaux et il y a des Il n'y en cadeaux... a pas beaucoup, mais ceux qu'il y a, il faut les prendre les deux mains ouvertes. Il n'y a pas le choix. Super. Et tu as une petite dernière recommandation Une petite dernière recommandation, c'est bientôt l'été. Ouais. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire à la mer. Pourtant, on n'est pas à la fin de Et l'année. entre deux rendez-vous à Tel Aviv, contactez-nous pour un petit rendez-vous. On est situé à côté de Rothschild, donc pas très loin de la mer. Donc pas de problème. Donc on te contacte. Benjamin, comment on contacte? On tape notre nom sur Internet, Benjamin Perros, via le cabinet comptable Natco André. On est partenaire depuis de belles et longues années. Et voilà, on souhaite que ça continue. Et je peux le dire vraiment en connaissance de cause, avec Benjamin, ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas besoin de ramener une tonne de papier. Des fois, avec une simple théo d'azéout, hop, il vous fait la liste de tout ce que vous avez et tu ne sais pas comment. Donc, Alors, limite c'est vrai, votre poids, quoi. Alors, le poids, on doit l'intégrer dans le système en 2025. Mais actuellement, on a quasiment tout, effectivement. Non, ok, donc écoute, Benjamin, merci beaucoup. Je pense qu'on va te réinviter. Avec grand plaisir. Vraiment, Je pense effectivement qu'il y a énormément de il y choses a à pas dire. mal de sujets à parler. Je pense que tu nous avais vraiment fait un petit point général, déjà de l'importance d'avoir un assureur. Et surtout, c'est pas seulement d'avoir un assureur, parce qu'on n'est pas là pour vendre un produit, mais surtout pour vérifier notre situation. Donc, la situation est d'être, vous faites votre alia, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est intéressant en Israël, vraiment, contactez-nous, contactez Benjamin. Je pense qu'il peut y avoir des superbes tips, comme on dit, c'est des petites astuces. Qui pourront Encore être... mieux que le bilan, on va dire, le premier bilan, c'est surtout un accompagnement, tout comme ce que vous faites au niveau de la fiscalité, c'est un accompagnement au quotidien, c'est-à-dire de ne pas demander, solliciter le client pour qu'il retienne tout ce qu'on lui dit, mais de savoir qu'il a une adresse Et qu'il est en train de qui peut être Donc, suivi, qu'il n'est pas obligé de tout retenir, qu'il peut envoyer ses courriers et a priori Bon, il en sera tout cas, accompagné. merci Benjamin. Et s'il te plaît, Merci, une dernière Nathanaël. petite chose, essaye de te libérer la prochaine fois un peu plus tôt parce que tu nous as un peu fatigués. Allez, promis, c'est Ça fait parti. 3 semaines que j'essaie de t'avoir. Je m'engage devant les 1,2 milliard d'auditeurs. Ce podcast. Allez, merci Benjamin. Allez, à bientôt. Au revoir.